de la gouvernance juste après le déjeuner. Donc, si vous endormez, j'aurais raté. Si vous êtes réveillé jusqu'à la fin, j'aurais peut-être à peu près réussi. Moi, je suis le fondateur d'Éco-Compteur, qui est venu, je vois, en toute discrétion ici. Il y a des panneaux un peu partout. Là, désolé, on en fait peut-être un petit peu beaucoup. Est-ce que ça marche, ça ? Ouais, donc pour me présenter rapidement, donc 60 ans, 2 enfants, je vis entre Lannion, Paris et Lanzarote. Moi, j'ai une formation initiale donc marketing. Je suis devenu entrepreneur à 33 ans. Donc j'ai créé Éco-Compteur à partir d'une invention de mon papa. Et en ce moment, on est dans un programme de transition, de transmission donc aux managers et aux collaborateurs du groupe, puisque à 60 ans, je suis plus près de la sortie que de l'entrée. Donc l'idée, c'est de travailler sur la suite. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous parler de gouvernance. Mais d'abord de vous parler un petit peu de qui on est vraiment rapidement. Donc Éco-Compteur, on mesure les flux de piétons et de cyclistes pour les lieux touristiques et les villes. Et puis dans le groupe, on a aussi une société qui s'appelle Quantaflow qui fait la même chose dans les centres commerciaux. Donc création en 2000, on est aujourd'hui 220. C'est une société qui est très internationale. On est à Lannion, Montréal, Honfleur, à côté de Paris. Düsseldorf, San Diego et Hong Kong. En termes de chiffres, c'est 28 millions d'euros, 5000 clients, 55 pays, 70-75% international et plus de 20 000 systèmes installés. Alors pour vous montrer un tout petit peu notre environnement, donc là vous avez un petit poteau dans lequel il y a un capteur qui va détecter la chaleur, donc c'est comme ça qu'on compte les piétons. Là au sol vous voyez des petits losanges. C'est comme ça qu'on va détecter tout ce qui est métallique dessus et qu'on va déterminer si c'est un vélo ou bien une trottinette. Dans certains cas, on a des afficheurs qui en temps réel montrent combien de vélos. Là, c'est un exemple à Paris. Et puis tout ça va évidemment après sur une plateforme logicielle. Et puis plus récemment, on a développé aussi des systèmes à base de caméras et d'IA pour identifier piétons, cyclistes, mais aussi des choses plus pointues. Est-ce que les gens portent un casque? Est-ce que c'est des hommes, des femmes? Est-ce que c'est des vélos cargo, etc. Toutes les questions que se posent nos clients, qui sont ceux qui aménagent les villes et qui essayent de les rendre le plus cyclables possible. Qui essaie de mettre moins de voitures et plus de vélos dans les villes si on veut faire simple. Et puis on travaille aussi à partir des données issues des personnes qui acceptent que leurs données de localisation soient publiques, pour comprendre en fait comment les gens se déplacent. Ici c'est un exemple, Madison Square Garden, où on cherche à comprendre par où les gens rentrent, par où ils sortent et comment est-ce qu'ils se déplacent à l'intérieur. Donc voilà un petit peu pour ce qu'on fait. Et puis donc, je vous disais, société très internationale, puisqu'on est dans 55 pays, plutôt les pays de l'OCDE, les pays avancés, les pays en voie de développement ont plus besoin de fabriquer les routes que de mesurer ce qui se passe dessus. Donc l'idée du propos aujourd'hui, c'est de vous raconter un petit peu quelle est notre organisation humaine, l'organisation de management au sein de l'entreprise, parce qu'on a fait un choix d'organisation qui est un petit peu, un petit peu alternatif, qui est pas très courant. Donc, le premier point, c'est dans la description d'une entreprise, on va trouver quelque chose qui est à peu près universel, qui est un organigramme. Et dès que vous demandez, même des choses qu'on nous demande officiellement, avec un certain nombre d'interlocuteurs, quand on se présente, ils disent décrivez-nous comment l'entreprise est organisée, on nous demande de produire un organigramme. Il n'y a rien d'officiel, mais tout le monde le demande. Et quand on y réfléchit, cet organigramme,
En fait, c'est une forme de pyramide. Et non seulement ça en a la forme, mais ça en a l'âge. Alors, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que c'est très vieux, mais ça veut dire que, bon, jusque-là, ça a fonctionné. Mais si c'est très vieux et si ça dépend des plus anciennes organisations, c'est quelles organisations? C'est les organisations militaires, qui étaient les premières qui avaient besoin d'avoir une clarté dans comment les choses sont organisées. Si on regarde la réalité d'un organigramme, en fait, c'est plus compliqué que ce qui est écrit. Alors bon, là, c'est un exemple de la complexité, mais il y en a tout un tas d'autres. Et donc, quand on se pose la question sur est-ce que l'organigramme est bien la bonne façon de définir, il y a d'autres questions qui se posent. Et là, j'en mets quelques-unes et c'est vraiment pas les seules. C'est la plus petite unité d'organisation dans un organigramme, c'est une personne. Mais qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a plusieurs fonctions? Comment est-ce que dans un organigramme, vous dessinez et puis vous arrivez à une personne, mais une personne, elle fait deux choses très différentes. Comment est-ce qu'on décrit ça dans l'organisation? Exemple. Deuxième chose, quand on veut modifier une organisation, on va modifier un organigramme, et ce qu'il y a au bout de l'organigramme, c'est des personnes. C'est-à-dire que tout d'un coup, si je change l'organisation, je change des personnes. Est-ce que quelqu'un a envie de dire, moi, on va me bouger? Personne n'a envie de ça. Donc tout d'un coup, on a un truc qui est par nature un petit peu compliqué quand on réfléchit à l'organisation, si au bout de l'organisation, ce sont systématiquement des personnes. Puis une autre question, c'est à partir du moment où des personnes vont bouger, en fait, qu'est-ce qui se passe de la description de l'organisation? Est-ce que tout d'un coup, parce qu'une personne bouge, l'organisation a changé et qu'est-ce qui reste? Ça fait partie des questions quand on se dit, tiens, l'élément descriptif de base, c'est l'organigramme. On voit qu'il y a un centre de limite, et il y en a tout un tas d'autres, et je suis sûr que si on en discutait, si je vous posais des questions, il y aurait tout un tas d'autres choses qui sortiraient. Donc en fait, une chose qu'on a mise en place, donc maintenant, ça fait, je disais dans la petite vidéo, 6-7 ans, mais je pense que ça fait quasiment 10 ans, c'est quelque chose qui s'appelle Holacracy. Alors, Holacracy, ça a été inventé par quelqu'un qui s'appelle Brian Robertson, qui est un informaticien. Et donc on a fait des formations avec lui. Il vient de temps en temps en Europe, il vient plutôt à Amsterdam. Et en fait, sa définition une de ses définitions d'holacratie, c'est un petit peu à l'organisation des entreprises que serait l'OS à l'informatique. Et donc il dit, sur cette base-là, vous faites ce que vous voulez, mais je vous ai construit un OS sur l'organisation de base de l'entreprise. Et donc lui est un informaticien, il a pensé l'organisation de l'entreprise comme un informaticien. Donc l'idée, c'est de vous faire découvrir un petit peu ça et puis de prendre un petit peu de temps pour des questions-réponses à la fin. Donc ça, c'est l'organisation du groupe. Donc vous avez là des choses qui sont les entreprises du groupe. Et puis vous avez ce qu'on pourrait appeler des départements, des services, personnes et culture, qui va être la partie RH, etc. Et en fait, on peut, donc vous imaginez dans le logiciel, on clique, et puis plus on clique, plus on rentre dedans. Donc si vous cliquez ici sur Data Privacy Officer, vous ouvrez, et puis vous avez un certain nombre de petites bulles. Et en fait, chaque bulle, ça va être un rôle. Et un rôle, c'est quoi? C'est un ensemble de tâches qu'une personne va faire. Pour vous le faire découvrir un petit peu plus, je vous prends l'exemple de Franck-Ogy. Franck-Ogy, c'est, alors, à l'extérieur de l'entreprise, c'est le directeur financier. Et puis à l'intérieur, en fait, qu'est-ce qu'il fait, Franck? Il a 46 rôles différents. Et alors, ces rôles, en fait, il y en a où il va être, il va être le manager d'une équipe dans laquelle il a un certain nombre de personnes qui travaillent avec lui, mais il a aussi des rôles qui sont ailleurs,
Alors si on rentre, donc c'est tous les petits points rouges, en fait, dans un cercle qui s'appelle Data Privacy Officer, il a un rôle de DPO corporate. Donc en fait, il n'est pas le directeur financier à cet endroit-là. Il fait une chose qui est par rapport. Donc je ne décris pas exactement ce que c'est, mais voilà, il a un certain nombre de rôles. Et donc, au lieu de partir en disant, voilà, Franck, c'est directeur financier, en fait, il y a une description des choses qu'il fait au sein de l'entreprise. Alors, une première chose intéressante dans cette organisation-là, c'est que ce logiciel, il est accessible à toutes les personnes de l'entreprise. Donc, en fait, dès lors que quelqu'un veut comprendre Franck, il fait quoi, n'importe qui a accès, et puis il clique sur les 46 rôles de Franck, et puis il voit la liste des différents rôles qu'il a, et qu'est-ce que ça veut dire? On va rentrer un petit peu dans comment c'est décrit. Donc vous avez des chiffres ici, donc Franck il met que voilà, administration et finances, Canteo, ça lui prend 4% de son temps. Et puis il va avoir un petit rôle ici qui doit lui prendre 1% de son temps, qui est assurance. Assurance, c'est quoi? Alors après, on rentre un peu plus dans la description. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un rôle assurance? La raison d'être, ça va être les risques de l'entreprise sont couverts. Et puis il y a des redevabilités, donc des choses qui sont beaucoup plus opérationnelles, qui est faire les déclarations annuelles aux assurances, RC voulant dire probablement responsabilité civile, réaliser les déclarations mensuelles COFAS, donc on est sur des choses vraiment très super techniques, faire des déclarations de sinistres, etc. Donc voilà, ça c'est un des 46 qui est décrit et qui est disponible pour tout le monde. C'est une façon d'organiser la transparence dans l'entreprise. Vous vous rappelez l'organigramme tout à l'heure avec tous les trucs un peu compliqués où on ne sait pas exactement ce qui se passe. L'idée, c'est d'aller à l'encontre de ça et qu'il y ait une transparence maximum dans quelle est l'organisation réelle de l'entreprise. Quelqu'un de nouveau qui arrive, s'il faut 1 an pour décrypter le fonctionnement, ce n'est pas un service à rendre au nouveau. En revanche, plus on peut amener cette transparence et plus les nouveaux, les nouvelles vont réussir à naviguer dans l'entreprise en étant efficaces et en se sentant à l'aise et bienvenus. Donc si j'en prends quelques-uns pour rentrer un petit peu plus dans ce que c'est qu'un rôle, pricing, QFL voulant dire Quantaflow, donc une des sociétés, la raison d'être, il y a plusieurs éléments dans la définition d'un rôle, raison d'être, redevabilité, il y a quelques autres éléments, mais ça c'est les deux points principaux. Notre offre est compétitive, et puis il y a un périmètre, lui il s'occupe du taux de marge. Périmètre c'est quoi? C'est qu'il peut y avoir plusieurs personnes sur un rôle, et en fait lui il ne va pas s'occuper de tout dans l'aspect pricing, mais par contre l'aspect du taux de marge, c'est lui qui va donner les infos là-dessus, et c'est lui qu'on va interroger sur jusqu'où est-ce qu'on peut aller, hein. Quand on parle de pricing, c'est jusqu'où est-ce qu'on peut descendre. On va dire en dessous de ça, je préfère qu'on n'y aille pas. Oui, mais bon, les clients voudraient que ce soit moins cher. Et puis voilà, il y a un débat qui amène à une décision dont on espère qu'elle soit la bonne à la fin. Et puis d'autres rôles, déclaration fiscale et douanière, la raison d'être, RAS en cas de contrôle fiscal. Voilà, c'est clair. L'objectif de ce rôle-là, c'est que le jour où on a un contrôle, on n'a pas envie d'être embêté, donc on a envie d'avoir fait les choses bien avant. Qu'est-ce qu'on fait pour ça, etc., etc. Et puis des rôles, il y a 3% de son temps. Pédagogie financière, raison d'être, les collaborateurs ont un bon niveau de culture économique et financière. C'est un enjeu qu'on s'est donné dans l'entreprise. On veut que, forcément, il y a un certain nombre de décisions qui sont prises par rapport à des notions financières. Pour que chacun comprenne ce que ça veut dire, plus les personnes comprennent les règles du jeu et plus elles ont une capacité à comprendre pourquoi on fait les choses au niveau économique d'une façon ou d'une autre. Pour ça, il faut donner du temps pour expliquer les fonctionnements, expliquer les règles, être ouvert sur qu'est-ce que tout ça veut dire. Et ensuite, comment est-ce qu'on fait évoluer les choses, puisque vous avez vu qu'il y a cette organisation.
Alors c'est pas tombé du ciel. L'organisation actuelle, c'est une dizaine d'années à faire évoluer les différents rôles, les différents cercles. Un cercle, retenez, c'est soit un service au sens où on l'entend habituellement, mais ça peut être aussi des choses qui sont complètement transversales. Je vous montrais tout à l'heure l'aspect DPO, donc comment dire, tout ce qui est RGPD. Il n'y a pas un service permanent qui s'occupe de ça, mais il y a un certain nombre de personnes qui sont dedans, qui appartiendraient dans une organisation classique à d'autres services, mais qui se regroupent au sein de ce service-là pour produire le fait que l'entreprise est en conformité avec le RGPD dans ce qu'elle fabrique et dans les solutions qu'elle met en place. Et donc la gouvernance, c'est ce qui fait qu'on va le faire évoluer. Alors, ça se fait à travers de réunions qui sont assez codifiées pour que... La raison pour laquelle c'est codifié, c'est qu'en fait, on veut que chaque personne ait une capacité à amener ces modifications, ces propositions de changement en étant d'une certaine manière sécurisées. C'est-à-dire que c'est pas j'amène quelque chose et puis tout d'un coup je ne sais pas bien où je vais. À partir du moment où quelqu'un amène une proposition, on a ce qu'on appelle un facilitateur dans la réunion. Le rôle du facilitateur, c'est de garantir que la personne a l'espace pour exprimer ce qu'elle veut exprimer. Le débat s'exprime d'une certaine manière, mais il y a un soutien très fort pour la personne qui amène la proposition pour qu'elle puisse aller jusqu'au bout. Une des choses qui est très particulière, c'est que on segmente, on scinde le rôle de ce qu'on appelle le facilitateur, qui est celui qui mène la réunion, ce qu'on appelle Circle Link, leader de cercle, qui serait le manager. Le manager, il ne peut pas dire non mais bon, c'est bon, là on a fini le sujet. Non, non, c'est le facilitateur qui décide et qui fait en sorte qu'on aille jusqu'au bout. Donc on sacralise le temps que la personne, dont la personne a besoin pour aller au bout de cette proposition de gouvernance. Et ça fait une dynamique qui est extrêmement différente, parce que ce n'est pas entre guillemets, le patron du cercle qui va décider, c'est la personne qui à ce moment-là a la parole pour aller au bout de son sujet, avec le soutien de ce facilitateur. Donc là, pour vous montrer juste un exemple, donc on a une proposition faite par Benoît de Victor, donc c'est la personne qui dirige les RH chez nous, et qui dit on a besoin, alors c'est dans Personnes et Culture, donc c'est dans son cercle à lui, on a besoin de créer un rôle intranet. Donc il a mis juste un nom des redevabilités. Donc assurer la veille sur les fonctionnalités disponibles sur la plateforme, produire des indicateurs et reporting liés à l'intranet, etc. Et en fait, ce rôle, il n'a pas été créé en disant tiens, il y a quelqu'un qui est désigné pour ce rôle. On crée un rôle, le rôle existe, et ensuite, c'est la prérogative, en l'occurrence du leader de cercle, de dire qui est-ce qui propose pour s'occuper de ce rôle. Mais c'est après la personne qui va s'occuper de ce rôle. D'ailleurs, ça peut être scindé en plusieurs personnes. C'est quelque chose qui pourra évoluer dans le temps. Par contre, ce rôle créé est quelque chose qui devient permanent et qui fait d'une certaine manière partie du patrimoine organisationnel de l'entreprise, quelles que soient les personnes qui vont occuper ce rôle dans le futur. Un autre exemple, redevabilité, apport innovation. Donc là, on est sur un cercle qui est, comment dire, je sais plus, c'est dans le cercle général, donc dans l'organisation générale de l'entreprise. On a un cercle qui s'appelle le Labovision, donc qui fait les, comment dire, qui définit les solutions basées sur de la vision à travers les technos de l'intelligence artificielle. Et en fait, une des problématiques, c'était de dire on n'est pas seulement là pour répondre à des demandes, mais on veut aussi être reconnu comme force de proposition dans nos rôles. Bon, on rajoute une redevabilité, alors en l'occurrence là, qui n'est pas sur un rôle, qui est sur le cercle, qui est que ce cercle, dans ses redevabilités, il peut proposer aux sociétés du groupe des innovations créatrices de valeur. Voilà, on a ajouté quelque chose. C'est à un moment donné une problématique ressentie par la personne qui dirige ce cercle. Elle a envie d'être reconnue pour ça et que ça fasse partie de ses rôles entre guillemets officiels. Bon, on le fait évoluer, prochaine réunion de gouvernance, on le met là. C'est vrai que ça intéresse tout le monde. Donc autant que ce soit écrit, autant que ce soit clair, autant que ce soit transparent. Et donc à partir du moment où cette gouvernance est faite,
c'est quelque chose qui existe. Cette organisation-là, ce n'est pas le seul élément, mais on a tendance à penser que c'est quelque chose qui est plutôt apprécié, puisque aujourd'hui, quand on est rentré dans le classement Great Place to Work, donc où les collaborateurs de l'entreprise dans l'ensemble des pays votent pour, à travers un certain nombre de questionnaires, donnent une appréciation de comment est-ce qu'ils vivent l'entreprise de l'intérieur, ça nous a amené à être classés sur le classement France dans notre catégorie 12e entreprise. Donc on était ravis de ça, parce que ça veut dire qu'on a des personnes qui sont satisfaites de travailler dans l'entreprise et de ce que l'organisation produit. Et j'en ai fini pour ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Merci. Donc et par contre, question-réponse. Ok. Bonjour, merci pour la presse. Est-ce qu'il y a une notion de taille d'entreprise? C'est-à-dire là, vous décrivez sur une entreprise de 100, 220 personnes. Est-ce sur une entreprise de 50 000, 100 000, ça peut fonctionner ou pas? Ouais, alors des entreprises de très très grande taille qui fonctionnent de façon intégrale en holacratie, on n'en connaît pas. Par contre, il y a des sociétés beaucoup plus grosses que nous. Hein, je veux dire, on est à peu près 200. Il y a des sociétés qui sont visiblement à 1000, 2000 qui ont cette organisation-là. Il y a aussi des sociétés très petites. Quand on a fait les formations avec Brian Robertson à Amsterdam, je me souviens d'une école. Il y avait 5 ou 6 personnes qui travaillaient dans une petite école qui était organisée comme ça. Et dans les très grosses entreprises, on a vu des services, c'est-à-dire des assez gros services, enfin assez gros. Je me souviens d'équipes, je crois que c'est dans une banque qui était organisée comme ça. C'était une équipe de 25-30 personnes. Non, je sais pas, je crois que c'était Société Générale, donc plutôt quelques dizaines de milliers de personnes. Donc, voilà, pas d'existantes dans des très grosses, mais quand même un panel en termes de taille où ça fonctionne dans un certain nombre d'organisations. Ouais. C'est quoi le plus dur? C'est quoi le plus dur? Je dirais ça dépend pour qui. Je peux parler de ce que je connais. En fait, je pense que pour moi, c'est super dur, au début. Parce qu'en fait, il y a un espèce de truc bizarre, mais qui est quand même une réalité dans une PME, et d'autant plus une PME que vous avez créée, c'est que personne vient vous challenger sur votre droit à vous mêler de tout. Et comme en plus vous avez démarré de zéro, vous avez fait le rôle de tout le monde, y compris au début balayé. Hein. Et en fait, à un moment donné, vous dites, il y a des rôles, et en fait, chacun de ces rôles, s'il est décrit, il a une certaine souveraineté. Ce qui veut dire que si, une fois qu'on est passé dans cette organisation, moi je continue à aller me mêler du rôle et dire, bah tiens, je pense que tu devrais... En fait, je casse la règle qu'on a décidé d'établir ensemble. Donc en fait, je deviens celui qui est capable de casser et d'empêcher de réussir ce qu'on est en train de faire et ce qu'on veut faire réussir. Donc en fait, je me le suis interdit. Au début, je ne vous cache pas, c'était l'enfer. Et puis bon, maintenant, en fait, ça marche beaucoup mieux. Donc, ça veut dire que voilà, je me mêlais de beaucoup trop de choses et que c'est très bien comme ça. Et après, une autre chose, je dirais, qui est probablement difficile. En fait, vous voyez que le système, il est assez... ça met beaucoup de rationalité dans l'organisation. Et je crois que dans une organisation, il y a un petit peu, si on le schématise, il y a un peu deux profils. Il y a ceux qui justement aiment bien le côté carré, organisé, qui sont super à l'aise là-dedans parce que tout d'un coup, ça met de la transparence par rapport à des organisations beaucoup plus floues. Et puis il y a ceux qui justement sont
forts dans les organisations parce qu'ils arrivent à naviguer et que le côté un peu flou fait qu'ils s'en sortent super bien. Et en fait, ces gens-là sont moins à l'aise dans une organisation où les choses sont devenues beaucoup plus transparentes. Donc en fait, il y a des gens qui adhèrent à fond et puis d'autres qui se disent tout d'un coup, tout devient visible. Donc voilà, c'est plus tout à fait leur monde. Donc c'est très variable selon les personnes. Je me demandais comment est-ce que le système évolue et comment est-ce que vous vous assurez que la charge elle est correctement répartie parmi tous les employés et qu'il n'y ait pas de surcharge pour une seule personne en particulier. Alors typiquement, comment le système évolue, c'est un peu ce que j'ai expliqué au travers de la gouvernance. Puisque dès lors qu'on veut faire évoluer le système, il y a des réunions de gouvernance qui sont régulières et qui permettent de créer des rôles, etc. Cela dit, la notion de charge, c'est autre chose. C'est que c'est pas parce qu'il y a parce que sur un rôle, il peut y avoir 5 personnes qui sont sur un rôle ou au contraire des rôles qui sont uniques. Ça reste comme dans une organisation habituelle, ce qu'on appelle généralement le manager, qui va être ce qu'on appelle le leader de cercle dans cette organisation-là, dont une des prérogatives extrêmement claires, mais elle est écrite, c'est de faire en sorte qu'il y ait une adéquation entre ce que doit réaliser son cercle et comment est-ce que chaque rôle est pourvu, c'est-à-dire que si sur un rôle il y a besoin de 2 personnes, est-ce qu'il en met 2 et en fait, ça fait partie de ces rôles. Le système, comme aucun, il n'est pas parfait, mais par contre, c'est extrêmement bien décrit le fait que cette responsabilité incombe à cette personne et à lui de faire en sorte que ça marche, ou elle. Juste, Christophe, on t'a pas donné beaucoup de temps. Est-ce que, parce que j'ai déjà vu ta conférence, on t'a pas donné le temps de parler des évaluations et jusqu'où tu as été à te faire évaluer sur ce que tu faisais. Tu vois ce que je veux dire ou pas du tout. Que tes actionnaires te répondaient à un questionnaire pour évaluer le travail avec toi. Oui, alors ça c'est un petit peu un autre sujet, c'est que Holacracy ne définit pas quelle est l'organisation, entre guillemets, l'organisation RH. Donc on a aussi mis en place des choses par rapport à ça, mais je dirais que c'est presque un autre sujet. Après, on aime bien formaliser un petit peu le feedback, donc voilà, y compris vis-à-vis de certains de nos actionnaires, hein, parce qu'il y a aujourd'hui l'actionnaire qui est probablement le plus important pour nous, enfin pour moi en tous les cas, c'est le fait qu'on a une grande partie des collaborateurs qui sont actionnaires dans l'entreprise et c'est eux qui assureront la continuité, mais en tous les cas, nos actionnaires professionnels, on leur demande moi je leur demande ce qu'ils pensent de moi dans mon rôle, dans une espèce de comment dire, de board, mais c'est un sujet qui déborde un petit peu de l'organisation Holacracy. C'est d'autres choses qui sont mises en place à côté et qui sont cohérentes et qui font qu'on a un ensemble qui fonctionne. On prend une dernière question, s'il y a quelqu'un. Ah. Merci. Merci pour votre présentation. J'avais une question, enfin deux. Comment se passe le processus de prise de décision dans ce type d'organisation? Et deuxième question, qui est un peu connexe, comment se passe... J'ai zéro mémoire, je vais en prendre une à la fois. Pardon. Comment se passe la prise de décision et qui est responsable de quoi dans ce type d'organisation? Alors, c'est une question qui est au cœur de cette organisation-là. En fait, l'idée, c'est, à travers la description des rôles, de décrire qui a justement cette responsabilité. On a vu tout à l'heure que Franck Augy, il avait la responsabilité assurance, et la responsabilité assurance, et la responsabilité assurance. Donc en fait, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui décide à sa place. Et une des choses qui est clé dans cette organisation-là, c'est qu'à partir du moment où il y a un rôle qui est écrit, c'est le vôtre. Ce qui marche dans les deux sens, ça veut dire qu'on ne peut pas vous dire, ce que je disais dans mon exemple, je ne vais pas me mêler des rôles et dire bah non, finalement je décide à ta place. Non, si c'est toi qui as le rôle, c'est toi qui as le rôle.
Mais d'un autre côté, c'est si j'ai le rôle, c'est pas pour dire ah ben ouais, mais personne n'a décidé à ma place. Non, si c'est toi qui as le rôle, c'est toi qui décides. C'est pas quelqu'un d'autre qui décide à ta place. Donc en fait, une des conséquences fortes de cette transparence, c'est que les rôles sont décrits, les personnes qui sont en charge de ces rôles sont très identifiées, et derrière, c'est comme ça que ça se passe. Alors si la personne sur un rôle se dit qu'elle veut avoir l'avis des autres parce que ça lui semble important, libre à elle de fonctionner comme ça. Si elle a envie de décider toute seule parce que se dit, bon, moi de toute façon, avec ce que je vois, j'ai les éléments pour décider, je prends la décision, ça la regarde. C'est écrit que c'est telle personne qui a tel rôle, à elle de jouer. Et la deuxième question, c'était quoi? T'as posé les deux questions? Ouais. Ah, donc là, c'est la prise de rôle. Qui attribue les rôles? Alors, l'attribution des rôles, en fait, au sein d'un cercle, donc on a un certain nombre de rôles. Il y a aussi un certain nombre de personnes qui sont soit dans le cercle, soit en dehors du cercle. Ça peut être les deux. Et c'est celui qui a le rôle de leader de cercle qui a la main sur cette décision de dire bah, moi je vois bien telle personne, et puis bah, de discuter avec elle, parce que la personne dit moi je suis déjà à 120%, bah, ça veut dire que pour qu'elle prenne ce rôle-là, il va falloir probablement en enlever un ou deux autres, mais ça fait partie des prérogatives extrêmement claires, écrites du leader de cercle, de dire qui va prendre en charge tel rôle. Merci Christophe. Ah, d'accord. Oh. Non mais oui, on a le temps. Merci pour la présentation. Ce que j'en comprends en fait, c'est que la plus grande difficulté, c'est de définir les rôles. Alors, est-ce que c'est la plus grande difficulté De faire en sorte que les gens y restent dans leur rôle. Je ne sais pas si c'est... je pense que c'est beaucoup plus facile pour les personnes d'être dans des rôles qui sont définis que d'être dans des rôles qui ne sont pas définis. Donc, je pense qu'un modèle qui décrit de façon précise, il rend les choses plutôt plus faciles pour tout le monde, que ce soit pour l'organisation qui se retrouve à avoir défini les choses, ou bien pour les personnes qui, à un moment donné, ont des rôles. Bah, voilà, j'ai 16 rôles, bah, je sais qu'il y a toute une partie des rôles sur lesquels je suis nickel, une autre sur lesquels je suis peut-être un petit peu moins, mais je sais que c'est les miens, et on est dans un environnement de transparence et de description formelle. Et ça, je pense, mais bon, vous aurez l'occasion à la pause d'en discuter avec... je sais pas, il doit y avoir une grosse dizaine de personnes d'éco-compteurs qui vivent ça au jour le jour. Est-ce qu'elles peuvent lever la main, les personnes d'éco-compteurs? Voilà, donc il faut aller discuter avec ces gens-là. Et voilà, et ils vous diront, vécu de l'intérieur, ce que c'est, et peut-être que ça sera différent de ce que je vous ai montré là. Je veux dire, c'est du vécu. Moi, je vous ai montré un peu comment dire, l'idée générale, et pour essayer de vous faire comprendre un petit peu l'architecture. Après, au quotidien, c'est la vie d'une entreprise, et leur avis, leur vécu, ils comptent au-delà de cette description, et ça sera intéressant, si vous voulez aller plus loin, d'échanger avec eux. Super transition. Merci Christophe. Merci.